Mali vient d'inaugurer sa deuxième mine de lithium à Bogoni. Certains trolls sur les réseaux prétendaient que Bamako était encerclé et sur le point de tomber. Mais ils ne prendront jamais le temps d'expliquer comment ces fameux terreaux qui encercleraient Bamako n'auraient pas vu le général Assimi Goïta défiler devant eux en convoi militaire pendant près de 4 heures. Mais bon, passons. Cette nouvelle mine, d'une capacité estimée à 400 000 tonnes de concentré de lithium, vient s'ajouter à celle de Golamina, inaugurée fin 2024, considérée aujourd'hui comme la plus grande d'Afrique. La région de Bogoni devient ainsi le cœur du lithium malien et peut-être demain le pivot énergétique du continent. Tout le monde le sait, le lithium entre de bonnes mains n'est pas qu'un métal, c'est une arme économique, un outil de souveraineté. Si les projets d'expansion aboutissent, le Mali pourrait doubler sa production d'ici 2027 et entrer dans le top 8 mondial. La prochaine étape pour le Mali est claire. Le pays doit cesser d'exporter brut pour raffiner et transformer localement. C'est là que se joue l'avenir. Bâtir des usines, industrialiser, créer de la valeur sur place. De leur côté, les États-Unis, eux, avancent masqués. Washington n'a pas du tout renoncé à son projet, celui d'aider le Mali à neutraliser les chefs terreau, mais en échange de concessions minières. Ils veulent l'or, l'uranium et le lithium du Mali. C'est une contre-offensive économique face à la Chine qui a déjà verrouillé le Sahel minier. Pour les Américains, c'est un enjeu vital. Le lithium, c'est le cœur des batteries Tesla, mais aussi des F-35. Sans lui, ni transition verte, ni suprématie militaire. Et cela les obsède. En 2025, la Chine contrôle près de 80% de la production mondiale de batteries lithium-ion, près de 70% du raffinage et près de 60% de la capacité minière prévue pour 2026 devant l'Australie. Pour Washington, le Mali n'est donc plus un simple pays du Sahel, mais un champ de bataille géoéconomique. Et si la stabilité et la sécurité s'installent durablement, le Mali pourrait devenir, dans les prochaines années, un acteur incontournable du marché mondial du lithium. Si les États-Unis actuels, sous Trump, je précise bien, attaquent le Nigeria, même si je reste persuadé à 80% que c'est surtout du bluff de Donald Trump pour obtenir des concessions du président Tinubu, Africom, que certains trolls adorent ici, sera au centre du dispositif. Africom serait le bras armé initial d'une telle opération. C'est non seulement sa mission, c'est aussi sa réalité opérationnelle. Mais les États-Unis ne feront absolument rien contre les terreaux. Soyons sérieux une minute. Je n'ai même jamais cru à cette mise en scène grotesque de Donald Trump à propos d'une intervention militaire au Nigeria. Il se contente de sommer le président, de l'humilier, de lui demander de régler la situation au plus vite, mais les États-Unis ont une coopération militaire et sécuritaire réelle, régulière et croissante avec le Nigeria, centrée sur la formation, le renseignement, les exercices conjoints et la lutte contre les terreaux qu'il veut pourtant combattre. Africom fournit une assistance technique aux forces spéciales nigérianes. Ils ont renforcé leurs liens pour contrer l'extrémisme violent dans la région ouest africaine cette année. Certes, le Nigeria refuse une base Africom sur son territoire, mais accepte et promeut une coopération opérationnelle avec les États-Unis via Africom. Qui ignore ici que la menace, c'est la marque de fabrique de Donald Trump. Il menace un dirigeant pour forcer des concessions comme le Mexique, le Canada, l'Union européenne, l'Espagne, l'Ukraine ou la Chine sur le commerce. Si Donald Trump veut se débarrasser du président Tinubu, ce serait probablement par des opérations clandestines. Non, il veut obtenir autre chose, c'est tout. Tout ça, c'est du chantage pour son électorat et ses intérêts. Non seulement Pokrovsk va tomber dans quelques jours, c'est même déjà fini. L'opération ukrainienne vantée par les médias français a échoué. Mais depuis hier, dimanche 2 novembre 2025, Donald Trump a refusé l'envoi de missiles Tomahawk à Kiev malgré le hoquet du Pentagone, déclarant qu'il vaudrait parfois mieux laisser la Russie et l'Ukraine se battre. Et pourtant, silence radio. Les médias de propagande n'ont pas eu le courage de relayer ces informations. L'armée ukrainienne, pourtant, épaulée par des mercenaires et du matériel de l'OTAN, a perdu une vie stratégique telle que Pokrovsk. Cette chute expose la propagande occidentale, les discours creux des dirigeants européistes et des journalistes de chaînes comme LCI. Les mêmes qui affirmaient hier que la Russie n'avait conquis qu'1% du territoire ukrainien et qu'elle était affaiblie, prétendent aujourd'hui qu'elle s'apprête à envahir toute l'Europe. En 3 ans, jamais on n'aura entendu autant de contradictions. Mais l'essentiel est ici. À Pokrovsk, les lignes d'approvisionnement en hommes, en munitions, en carburant et en matériel médical sont sous le feu. Plus aucun camion ne peut passer.
Le ravitaillement se fait désormais à pied ou en quad sous le regard nerveux des drones russes qui traquent le moindre mouvement suspect. La perte de Pokrovsk est un désastre pour Kiev, une énorme coup pour la Russie. C'est la fin de l'ère européenne. Ça, c'est un coup de maître pour Moscou. Gazprom, le géant gazier russe, vient de conclure un accord pour livrer 100 milliards de mètres cubes de gaz par an à la Chine via un deuxième gazoduc opérationnel dès 2027. C'est une quantité colossale. À titre de comparaison, avant 2022, l'ensemble de l'Europe importait environ 155 milliards de mètres cubes de gaz russe chaque année. Le message envoyé par Vladimir Poutine est limpide. La Russie a franchi un cap stratégique majeur. Elle ne cherche plus à se rapprocher de l'Europe ni à commander un retour à la table des négociations. C'est terminé. L'époque du gaz russe pour Bruxelles est révolue. Désormais, l'énergie russe prend la direction de l'Est. Pendant que l'Union européenne, et notamment l'Allemagne, se saborde, la Chine, elle, sécurise une énergie abondante, fiable et bon marché pour les décennies à venir. Ce projet marque un renforcement stratégique majeur de l'alliance énergétique entre la Russie et la Chine. C'est assez simple, hein? En diversifiant ses débouchés, Moscou réduit sa dépendance économique à l'égard de l'Europe et s'adapte aux sanctions économiques en consolidant sa présence sur le marché asiatique. Pékin, de son côté, sécurise un approvisionnement en gaz stable à long terme, ce qui soutient sa croissance économique et renforce son poids sur la scène internationale. Ainsi, le nouveau gazoduc pourrait détourner une part très importante des exportations russes vers la Chine au détriment de régions comme l'Europe qui étaient historiquement un client majeur de la Russie. Le monde multipolaire, c'est aussi ça. La Russie n'a pas besoin de l'Europe pour exister. Par contre, l'Europe ne pourra pas indéfiniment se passer de la Russie. Et ça, c'est un fait. Africom pourrait être dissous dans les mois à venir. La possibilité de dissoudre Africom et de la fusionner avec le commandement européen, EUCOM, a été évoquée à plusieurs reprises ces dernières années. Déjà en 2020, sous la présidence de Donald Trump, des plans avaient été annoncés pour envisager le déplacement du siège d'Africom, actuellement basé en Allemagne, vers une autre localisation en Europe ou même aux États-Unis. Cette idée de fusion vise principalement à rationaliser la structure militaire américaine en réduisant, selon eux, la bureaucratie et les coûts. Elle permettrait notamment de diminuer le nombre de généraux 4 étoiles. Et petit rappel, avant la création d'Africom en 2007, la responsabilité des opérations américaines en Afrique était partagée entre EUCOM, CENTCOM et PACOM. Certains responsables américains estiment qu'un retour à cette configuration serait envisageable. Toutefois, cette perspective rencontre plusieurs oppositions. Les généraux Michael Langlais d'Africom et Christopher Cavoli de Com ont tous deux exprimé leurs réserves. Ils mettent en garde contre le risque de dilution des priorités stratégiques en Afrique, notamment face à l'importance croissante accordée à l'Europe de l'Est, à la Russie et à l'OTAN. Et face à ces incertitudes, le général Langlais a encouragé les dirigeants africains à exprimer publiquement leur soutien à Africom s'ils souhaitent voir cette structure maintenue. Il a insisté sur l'importance de la voix des partenaires africains dans ce débat crucial. Conclusion, il revient aux pays africains, aux dirigeants africains qui collaborent avec Africom, de faire entendre leur position s'ils veulent éviter sa dissolution. Reste à voir quels chefs d'État oseront prendre position et affirmer leur soutien défectible à la présence d'Africom sur notre continent. J'aimerais bien voir cette liste, le moment venu. L'Union européenne se prépare à renouer le dialogue avec la Russie. C'est la présidente slovène Nataša Musa qui a relancé le débat. Selon elle, l'Union européenne a commis une grave erreur en coupant tout contact avec Moscou depuis 2023. Elle affirme s'être entretenue avec Ursula von der Leyen afin de proposer la création d'un groupe spécial de négociation avec pour objectif de ramener l'Europe à la table des discussions dans le cadre du processus de paix en Ukraine. Bien. Mais récapitulons. Depuis 2023, l'Union européenne a rompu tout dialogue avec la Russie, misant sur l'effondrement de son économie, sous le poids des sanctions et sur le soutien total de la stratégie américaine. Dans les médias, la parole a été monopolisée par des voix russophobes. Experts autoproclamés, généraux de plateau, éditorialistes belliqueux, tous assurant que la Russie allait plier sous la pression occidentale. Aujourd'hui, la réalité contredit le récit. La Russie tient toujours debout militairement et économiquement. Leurs prédictions émotionnelles ont servi à conditionner l'opinion publique, mais se sont révélées inefficaces sur le terrain, complètement fake. Pendant ce temps, Donald Trump a pris les devants. Il a engagé des pourparlers directs avec les parties russes et ukrainiennes. Les négociations avancent hors du cadre bruxellois et l'Union européenne se retrouve désormais spectatrice d'un dossier qui se joue pourtant sur son propre continent. En réalité, les dirigeants européens refusent de reprendre contact avec la Russie parce qu'un retour au dialogue
exposerait leurs erreurs, leur soumission passée à une ligne belliciste et mettrait en lumière le coût économique et social de leurs choix. Inflation, énergie, industrie affaiblie. Un conflit prolongé permettrait plutôt de maintenir un climat d'urgence en Europe, justifiant un contrôle accru, la censure de certaines opinions, et le plus important, une centralisation des pouvoirs. Il y a aussi une corruption derrière. Si vous la